Cardiomyopathie. De l'extérieur vers l'intérieur, le cœur est composé d'épicarde, de myocarde et d'endocarde. Les maladies qui affectent le myocarde sont appelées cardiomyopathies. Les trois principaux sous-types sont la cardiomyopathie dilatée, hypertrophique et restrictive. Commençons par la cardiomyopathie dilatée, qui est la plus courante, représentant près de 90% de tous les cas. Maintenant, dans la cardiomyopathie dilatée, les parois ventriculaires deviennent minces et faibles. En conséquence, les chambres ventriculaires se dilatent. Parce que la paroi ventriculaire est plus mince, la contraction musculaire est plus faible et le cœur ne peut pas pomper le sang efficacement dans tout le corps. Nous avons donc un dysfonctionnement systolique avec la diastole normale. D'accord, en ce qui concerne l'étiologie de la cardiomyopathie dilatée, la grande majorité des cas sont idiopathiques, ce qui signifie que la cause ne peut pas être identifiée. Cependant, il existe de nombreuses causes secondaires qui doivent d'abord être exclues. Les exemples incluent des toxines comme l'abus chronique d'alcool ou de cocaïne, des carences nutritionnelles comme la carence en thiamine, également appelée beriberi, ou la carence en sélénium. Une autre cause est la myocardite, qui est une inflammation du muscle cardiaque, généralement causée par des virus comme Kakksekibé, mais peut également être liée à des maladies auto-immunes comme le lupus. L'hémochromatose est un trouble de la surcharge en fer dans lequel un excès de fer peut être déposé dans de nombreux sites d'organes, y compris le muscle cardiaque. Trop de fer intracellulaire peut agir comme un radical libre toxique, entraînant des dommages cellulaires. D'autres causes incluent la maladie de Chagas, une infection parasitaire causée par Trypanosoma cruzi, qui est transmise par le virus du baiser. Un indice sur l'examen serait quelqu'un qui a récemment voyagé en Amérique du Sud, et a également d'autres caractéristiques cliniques comme l'enflure périorbitaire, le mégasophage et le mégacolon. En outre, pendant la grossesse, le corps de la mère exige plus de débit cardiaque. Parfois, le cœur ne parvient pas à répondre à cette forte demande, et nous obtenons ce qu'on appelle une cardiomyopathie péripartum, qui survient généralement au cours du dernier trimestre de la grossesse et jusqu'à 6 mois après l'accouchement. La cardiomyopathie dilatée peut également entraîner un effet secondaire de certains médicaments comme la doxorubicine, un agent chimiothérapeutique, ou le trastuzumab, un anticorps monoclonal. Même un stress émotionnel sévère peut provoquer une forme de cardiomyopathie dilatée appelée cardiomyopathie de Takotsubo. On pense que cela est lié à la libération de catécholamines, qui en grande quantité peuvent être toxiques pour le myocarde. Les examinateurs essaient de faire preuve de créativité lorsqu'il s'agit de ces causes. Par exemple, un cas de cancer du sein traité par chimiothérapie, après quoi la personne développe une insuffisance cardiaque. Cela devrait soulever votre préoccupation pour la toxicité de la doxorubicine. Un autre exemple serait une personne souffrant d'anorexie mentale qui développe une insuffisance cardiaque, ce qui soulève votre inquiétude pour une cause nutritionnelle comme le beriberi ou la carence en sélénium. Le sous-type suivant de cardiomyopathie est la cardiomyopathie hypertrophique. Contrairement à la cardiomyopathie dilatée, le muscle cardiaque s'épaissit de manière concentrique, ce qui signifie que les cellules fabriquent plus de myofibrilles qui sont empilées les unes sur les autres. Histologiquement, il y a une hypertrophie des myocytes, mais la clé est le désarroi myocardique, qui est un rendement très élevé. Cela signifie qu'ils sont désorganisés et ont des noyaux de forme bizarre. Maintenant, il peut sembler que le cœur s'épaissit est une bonne chose. Mais le problème avec une paroi ventriculaire très épaisse est qu'elle altère la capacité du ventricule à se détendre pendant la diastole, ce qui réduit le remplissage ventriculaire. En d'autres termes, nous avons un dysfonctionnement diastolique mais la systole n'est pas altérée. Une autre caractéristique est que le septum interventriculaire devient plus épais, en particulier sur le côté du ventricule gauche. Cette hypertrophie asymétrique peut obstruer ou rétrécir le tractus d'écoulement aortique pendant la contraction systole ou ventriculaire, ce qui augmente la vitesse du sang à travers la plus petite ouverture et tire la feuillet antérieure de la valve mitrale vers le septum, ce qui obstrue davantage le tractus d'écoulement ventriculaire gauche. Dans un tel cas, nous l'appelons cardiomyopathie obstructive hypertrophique, ou OCHEM. Dans le même temps, cette valve mitrale ne se ferme pas complètement, le sang peut s'écouler dans l'oreillette gauche, appelée régurgitation de la valve mitrale.
D'accord, maintenant la plupart des cas de cardiomyopathie hypertrophique sont familiaux et sont hérités de manière autosomique dominante, donc les antécédents familiaux sont un indice important. Les mutations affectent généralement les gènes codants pour les composants du muscle cardiaque, tels que la chaîne lourde bêta-myosine et la protéine C liant la myosine. Maintenant, une cause couramment testée de cardiomyopathie hypertrophique est l'ataxie de Friedreich. Il s'agit d'un trouble de l'expansion répétée des trinucléotides, où la mort des myocytes entraîne une difficulté à pomper le sang à travers le cœur, ce qui épaissit les cavités inférieures ou les ventricules du cœur, entraînant une cardiomyopathie hypertrophique. D'accord, maintenant dans la cardiomyopathie restrictive, le muscle cardiaque est raide, l'empêchant de se détendre pendant la diastole. Donc, c'est une autre cause de dysfonctionnement diastolique. Mais systole reste normale. Les causes comprennent les maladies primaires, qui sont souvent idiopathiques, ou les maladies systémiques secondaires. Une cause primaire importante est la fibrose endomyocardique, où un excès de tissu de collagène est déposé dans le muscle cardiaque. Parfois, cette maladie est associée à un nombre élevé d'éosinophiles et à un dépôt d'éosinophiles dans l'endocarde et le myocarde, auquel cas on l'appellerait endocardite à éosinophile de Loeffler. Maintenant, les causes secondaires sont beaucoup plus fréquentes, la plus courante étant l'amylose. D'autres causes secondaires comprennent la sarcoïdose, l'hémochromatose et la radiothérapie, qui provoquent toutes une fibrose du myocarde. D'accord, maintenant, en ce qui concerne la présentation clinique, dans les 3 types de cardiomyopathie, au fil du temps, le cœur peut être incapable de faire son travail efficacement, entraînant des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque comme la fatigue, la dyspnée et l'enflure des pieds. Et parce que les cardiomyopathies affectent le muscle cardiaque ainsi que les cellules du stimulateur cardiaque qui traversent le muscle cardiaque, elles peuvent entraîner des arythmies comme la fibrillation auriculaire, les battements ectopiques ventriculaires, la tachycardie ou la fibrillation ventriculaire et le bloc auriculo-ventriculaire. Un autre fait à haut rendement est que, plus précisément, la cardiomyopathie obstructive hypertrophique est la cause la plus fréquente de mort cardiaque subite chez les personnes de moins de 35 ans, et est particulièrement plus fréquente chez les athlètes, en raison du développement d'arythmies ventriculaires. Une autre chose à garder à l'esprit pour la cardiomyopathie obstructive hypertrophique est qu'en raison de l'obstruction du tractus d'écoulement aortique, la perfusion du cerveau peut être faible, de sorte que les individus peuvent présenter une syncope, qui est une perte de conscience transitoire. Le diagnostic des cardiomyopathies commence par l'auscultation. Ainsi, les cardiomyopathies dilatées et restrictives provoquent un son cardiaque S3, qui est le résultat du sang qui se précipite et claque dans la paroi ventriculaire dilatée pendant la diastole. D'autre part, la cardiomyopathie hypertrophique produit un son S4 au sommet du cœur. Ce son indique que l'oreillette se contracte contre un ventricule gauche épaissi. Rappelez-vous cependant que le son S4 n'est pas spécifique à la cardiomyopathie hypertrophique et peut être présent dans d'autres maladies qui épaississent le ventricule gauche, comme l'hypertension ou la sténose aortique. Maintenant, s'il y a aussi une obstruction, donc dans OCM, un murmure systolique, entre S1 et S2, peut être mieux entendu à la frontière sternale gauche. Ceci est souvent décrit comme un murmure d'éjection crescendo-décrescendo parce qu'il devient plus fort à mesure que le sang s'écoule d'abord, puis plus doux. Ce que vous devez absolument savoir pour vos tests, c'est que l'intensité de ce murmure peut changer avec diverses manœuvres, en fonction de combien le tractus d'écoulement est obstrué. Si la personne s'accroupit ou fait une manœuvre de poignet, la résistance vasculaire systémique augmente, ce qui rend plus difficile l'éjection du sang et augmente la post-charge. Cela signifie que le ventricule a plus de sang qui l'étire et donc il devient moins obstrué et le murmure devient moins intense. Si la personne se tient debout ou fait une manœuvre de Valsalve, le retour veineux diminue, ce qui diminue la précharge, ce qui signifie que moins de sang étire le ventricule avant l'éjection, donc il y a plus d'obstruction et l'intensité du murmure augmente. D'accord, un dernier point ici est que puisqu'OCM est parfois associé à la régurgitation de la valve mitrale, un murmure holosystolique peut également être présent, ce qui signifie qu'il dure dans toute la systole. Vient ensuite le ECG, qui est généralement anormal de différentes manières, car il y a un remodelage important du muscle cardiaque dans toutes les cardiomyopathies. Pour vos examens, rappelez-vous simplement que la cardiomyopathie restrictive, en particulier lorsqu'elle est due à l'amylose, conduit à des complexes QRS basse tension, en raison d'une infiltration diffuse du muscle cardiaque.
D'accord, mais le diagnostic des cardiomyopathies repose principalement sur l'évaluation échocardiographique, qui permet de mesurer l'épaisseur de la paroi et les dimensions des cavités et de l'espace péricardique, ainsi que la fonction ventriculaire gauche exprimée par la fraction d'éjection. Dans la cardiomyopathie dilatée, l'échocardiogramme montre généralement une dilatation du ventricule gauche, avec une épaisseur de paroi normale ou diminuée, et une faible fraction d'éjection, car il y a un dysfonctionnement systolique. La cardiomyopathie hypertrophique se caractérise par une augmentation de l'épaisseur de la paroi ventriculaire et une fraction d'éjection normale dans les premiers stades de la maladie, car la systole n'est pas altérée. Enfin, dans la cardiomyopathie restrictive, la forme et les dimensions du cœur ont tendance à être normales, mais il y a généralement une fraction d'éjection normale. Donc, à l'examen, n'excluez pas une maladie du myocarde basée sur une fraction d'éjection normale. L'objectif du traitement des cardiomyopathies vise à soulager les symptômes et à s'assurer que le cœur continue de fonctionner. Une autre clé est de prévenir les infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque congestive. Pour la cardiomyopathie dilatée et restrictive, cela comprend le traitement des troubles associés, tels que l'insuffisance cardiaque avec des médicaments comme les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l'ECA, ainsi que la restriction en sodium et les diurétiques pour les personnes qui développent une surcharge hydrique et des symptômes congestifs. La digoxine peut également être utilisée, car elle aide à augmenter la force de contraction. Pour la cardiomyopathie hypertrophique, l'arrêt de l'athlétisme de haute intensité est recommandé pour éviter la mort cardiaque subite. Le traitement des arythmies associées peut être fait avec des médicaments comme les bêta-bloquants ou les bloqueurs des canaux calciques non dihydropyridine, comme le verapamil. Pour vos examens, il est également important de se rappeler les médicaments qui sont contre-indiqués en cas de cardiomyopathie hypertrophique. Le concept derrière cela est que l'obstruction des voies d'écoulement ventriculaire gauche s'aggrave lorsqu'il y a moins de sang qui l'étire. Par conséquent, les médicaments qui diminuent le retour veineux ou la résistance vasculaire systémique, comme les inhibiteurs des canaux calciques de la dihydropyridine, la nitroglycérine et les inhibiteurs de l'ECA, doivent généralement être évités. Les médicaments inotropes positifs, comme la digitale, sont également contre-indiqués, car ils ont tendance à augmenter la force de contraction, ce qui peut en fait augmenter l'obstruction lorsque le sang est forcé de sortir du ventricule. De plus, dans toutes les cardiomyopathies, les personnes sujettes à des arythmies mortelles ont besoin de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs implantés. Enfin, certaines personnes ont besoin d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche ou d'un LVAD, qui est une pompe mécanique qui aide le cœur à distribuer le sang, et dans les cas extrêmes, quelqu'un pourrait avoir une transplantation cardiaque.